Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons travailler un très gros morceau. Il s'agit de la caractérisation des entreprises. Ce chapitre est très imposant, mais il est aussi fondamental. En effet, de nombreux autres savoirs prennent appui sur le vocabulaire que vous allez apprendre ici. Vous pourrez également mobiliser ces concepts dans votre vie professionnelle, par exemple si vous désirez créer une entreprise ou monter un plan de financement. Enfin, la caractérisation est une compétence qui sera toujours exigée à l'épreuve de management du baccalauréat. Allez, on prend un papier, un crayon et on se lance. Caractériser une organisation consiste à repérer certains traits spécifiques de celle-ci. C'est utile notamment à des fins statistiques. Concernant le manager ou l'entrepreneur, c'est surtout utile pour identifier ses concurrents, les aides auxquelles on peut prétendre ou réaliser un business plan. En filière STMG, c'est une question incontournable de l'épreuve de management. Cette vidéo contient donc des conseils méthodologiques qui devront être utilisés le jour du bac et probablement également dans vos copies de management jusque-là. La première étape, lorsqu'on caractérise, c'est d'identifier le type de l'organisation. On utilise pour cela une double question. D'abord, on va se demander si l'organisation est lucrative, c'est-à-dire si son objectif principal, sa finalité, est de faire de l'argent. Si oui, c'est une entreprise. Dans le cas contraire, c'est une organisation publique ou une OSC. On se demande alors si l'organisation est financée uniquement par des fonds publics, comme par exemple des subventions ou des taxes. Si c'est oui, c'est une organisation publique. Dans l'autre cas, ce sera une OSC, une organisation de la société civile. Définir le type de l'organisation est indispensable pour commencer la caractérisation. En effet, on ne va pas caractériser de la même manière une OSC, une organisation publique ou une entreprise. Avec l'expérience, vous parviendrez à trouver le type très facilement à partir du statut juridique de l'organisation. Par exemple, une société anonyme est une entreprise, alors qu'une association est forcément une OSC. Une fois le type défini, il faut repérer la finalité de l'entreprise, car dans cette vidéo, nous nous intéressons qu'aux entreprises. La finalité, c'est le but ultime d'une organisation. Les entreprises sont lucratives, elles ont donc toujours une finalité économique, c'est-à-dire faire du profit. Ce profit lui permet de satisfaire une seconde finalité, être pérenne. Il peut également lui permettre de s'engager dans des finalités sociales, par exemple assurer le bien-être de ses salariés ou les former, ou encore environnementales, par exemple polluer moins ou générer moins de déchets. Il est bon de rappeler qu'une entreprise a toujours une finalité économique, c'est-à-dire faire du profit et être pérenne. Les autres finalités sont optionnelles. La troisième étape consiste à trouver l'activité de l'organisation. Il suffit ainsi d'indiquer ce qu'elle fait. Est-ce qu'elle produit du matériel électronique? Est-ce qu'elle vend du matériel de sport? Est-ce que c'est une entreprise de restauration? Bref, c'est assez facile. De l'activité, on va déduire le secteur d'activité. Il peut être soit primaire, c'est-à-dire l'extraction et la production de ressources comme les agriculteurs ou les mines. Secondaire, c'est-à-dire la transformation de ressources comme les usines ou les scieries. Et enfin, tertiaire, c'est-à-dire lorsque l'activité principale est la vente de biens et services. On parle ici des grandes surfaces, des télécoms, des assurances, des restaurants, etc. Une fois le secteur d'activité déterminé, nous allons nous intéresser au type de production. L'entreprise peut fournir des services, c'est-à-dire des prestations sans réalité physique. Ce sera par exemple la vente d'abonnements téléphoniques, une course de taxi, la location, l'assurance. Elle peut également vendre des biens, comme un téléphone, un ballon de foot, un paquebot. Dans ce cas, on précisera si la production se fait à l'unité, un seul bien à la fois, en série ou en continu, c'est-à-dire une fabrication 24 heures sur 24. Allez, on a fait la moitié. Nous allons maintenant nous intéresser à la taille de l'organisation. Suivant le nombre de salariés qu'une organisation possède, elle sera classée dans l'une de ces 4 catégories. Nous avons d'abord les très petites entreprises, qui ont entre 1 et 9 salariés. Second échelon, les petites et moyennes entreprises, les PME. Elles emploient entre 10 et 249 salariés. Au-dessus, nous avons les établissements de taille intermédiaire, les ETI, qui emploient entre 250 et 4999 salariés. Enfin, nous avons les grandes entreprises qui ont logiquement plus de 5000 salariés. Connaître la catégorie d'une entreprise est important, car diverses obligations légales, comme des déclarations ou des taxes, varient selon la taille.
Attention, il est très important dans vos copies de toujours justifier votre réponse sur la taille en indiquant le nombre de salariés, même si vous le réindiquerez plus tard dans les ressources. Nous avons déjà discuté du statut juridique, c'est-à-dire du cadre qui englobe un ensemble de règles qui régissent l'entreprise. Celui-ci peut vous aider notamment à définir le type de l'organisation. Il existe énormément de statuts juridiques différents. Voici les plus courants pour les entreprises privées. Il faut y ajouter les statuts juridiques des entreprises publiques, c'est-à-dire les EPIC, les établissements publics industriels et commerciaux, les sociétés nationales et les sociétés d'économie mixte. Il est indispensable d'être curieux pour connaître les statuts juridiques. Si vous ne connaissez pas un terme, recherchez-le sur Internet. Avec l'expérience, vous arriverez à les reconnaître beaucoup plus facilement. Passons à la nationalité d'une organisation. C'est assez simple. La nationalité correspond à la localisation du siège social de l'organisation. Par exemple, si le siège social d'une organisation est en France, eh bien sa nationalité est française. On se questionne ensuite sur le champ d'action géographique de l'entreprise, ou le CAG. Le CAG, c'est là où l'entreprise opère, c'est-à-dire là où elle va vendre ses biens ou ses services. Il peut être soit départemental, ou local, régional, national ou international. Dernière chose à prendre en compte, les ressources. Il s'agit de tout ce que l'entreprise utilise pour produire ses biens et ses services. Il existe 4 types de ressources différentes. Vous devrez donc inclure 4 cases supplémentaires dans votre tableau de caractérisation. On indique dans les ressources humaines le nombre de salariés de l'entreprise et plus généralement toutes les personnes qu'elle mobilise. Les ressources financières recensent les profits, les emprunts, les apports, bref, tout l'argent que possède l'entreprise. Si c'est possible, on indiquera toujours la somme et l'année des données qu'on indique. Les ressources matérielles comprennent tous les biens palpables qu'on peut toucher. On parle des locaux, des machines, des voitures, des matières premières. Enfin, nous avons les ressources immatérielles ou technologiques. Elles comprennent en gros tout le reste. Les brevets, les marques, les sites internet, les bases de données clients. Cette vidéo est maintenant terminée. Je vous conseille d'aller rechercher sur internet ou dans un dictionnaire tous les termes que vous n'auriez pas compris. Ainsi, vous ne serez pas surpris si vous les recroisez. Je vous souhaite un bon apprentissage et vous dis à la prochaine.